l'ombre au tableau, c'est qu'il y a 4 sacs d'encaissés par Justin Fields qui est sur un sacré rythme sur ce plan-là, le pauvre. Mais malgré tout, sur ce match, il y a eu des raisons d'espérer, puisque le match de Fields, il est plutôt décent hein, sur cette rencontre. Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour la deuxième fois cette semaine pour un podcast spécial. Aujourd'hui, autour d'une seule franchise, une franchise en difficulté depuis près d'un an, un peu plus d'un an maintenant. 14 défaites consécutives, à cheval sur la saison 2022 et 2023, Justin Fields frustré, un premier choix de draft échangé avec les Panthers, un Chase Claypool indésirable, et une franchise historique qui semble de jour en jour s'enfoncer un peu plus dans les profondeurs de la NFL. Qu'espérer en cette fin de saison? Comment faire pour retrouver le chemin du succès? Quels changements effectuer pour enfin remonter la pente? C'est à ces questions qu'on va essayer de répondre pendant ces 3/4 d'heure consacrés donc aux Bears de Chicago. Et pour parler de cette franchise et de son début de saison et des suites, avec moi, j'accueille ce soir Seb. Salut mon Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, à tous et à toutes, et bonsoir aux Free Agents qui nous ont rejoints et qui ont signé des contrats bien juteux. Salut mon Bertrand, comment ça va? Eh ben ça va, Flav. Écoute, tu nous as fait une introduction de rêve, parler d'une franchise mythique, à proie des difficultés que nous espérons surmontables à un moment donné. Mais bonsoir à tous nos free agents. Et bonsoir à Arthur qui n'a pas connu les Bears qui gagnaient et pourtant on croit bien que les Bears un jour ont gagné. Salut Arthur, comment ça va? Salut Flav, salut Seb, salut Bertrand, salut à tous nos agents libres. Heureux d'être là pour parler d'une franchise qui nous passionne cette saison comme la saison dernière. T'as déjà vu les Bears avec une victoire? T'as déjà vu une victoire des Bears, Arthur? Je pense pas. Je pense que ça n'existe pas. La dernière victoire des Bears, c'était donc il y a 15 matchs de ça, c'était contre les Patriots l'an dernier. Voilà pour la petite info, ça commence bien. Et je dirais que vraiment la grande légende de cette équipe, ça reste Walter Payton. N'est-ce pas? Plus ancien. Et tout à fait. Bon, là, ça remonte un rajeunit peu. Pas ça. Oui, ça remonte un peu, oui, ça remonte un peu. Les Bears de Chicago, donc, qui ont donc commencé la saison avec 4 défaites, aucune victoire. Des défaites, on va le rappeler, 38-20 contre les Packers de Green Bay, 27-17 contre les Buccaneers de Tampa Bay, 41-10 contre les Chiefs de Kansas City. Heureusement, ce jour-là, les caméras étaient plus dirigées sur Taylor Swift que sur la rencontre, parce que sinon, on se serait rendu compte des abysses dans lesquels sont les Bears, et la défaite, la dernière, 31-28 contre les Broncos de Denver, alors même qu'ils menaient 28-7. Les Bears, c'était la semaine dernière, dans le match de la peur entre les Broncos et les Bears. 4 défaites, aucune victoire, l'une des plus mauvaises défenses de ce début de saison. Seb, en ce début de saison, il n'y a rien qui va à Chicago. C'est peu de le dire. C'est peu de le dire qu'il n'y a rien qui va. Ce pauvre club est 0-4 pour la première fois depuis 2000. Ça non plus, ça ne nous rajeunit pas. Alors effectivement, oui, on peut faire un retour rapide sur le début de saison. Hein. Moi, je te le fais. Week 1, ils sont battus par Green Bay 38-20. Ils explosent en deuxième mi-temps. Ils encaissent 28 points et Jordan Love est élu nouveau maire de Chicago. En Week 2, ils sont battus 27-17 par Tampa alors qu'ils mènent 13-10 à la mi-temps. Ils encaissent 437 total yards, 317 par les airs. On arrête la saison à ce moment-là, Baker Mayfield est MVP. Et Fields lance 2 interceptions, histoire de rester dans le rythme. Alors, Week 3, Kansas City, effectivement, ils sont poutrés 41-10. Alors, est-ce qu'on peut en vouloir à une équipe du niveau de Chicago de se faire poutrer par les champions en titre? Pas vraiment, mais on a un Fields qui lance pour 99 yards, un touchdown, une interception, qui encaisse 3 sacs, et puis ils encaissent 465 yards au sol, et puis comme tu l'as dit, en week 4, ils laissent filer une avance de 21 points, ils encaissent 24 points en deuxième mi-temps, pourtant ils dominent en total yards, 471 yards, dont 171 au sol. Alors, l'ombre au tableau, c'est qu'il y a 4 sacs d'encaissés par Justin Fields qui est sur un sacré rythme sur ce plan-là, le pauvre. Mais malgré tout, sur ce match, il y a eu des raisons d'espérer, puisque
le match de Fields, il est plutôt décent hein, sur cette rencontre. C'est même le meilleur match de sa carrière en nombre de yards lancés, d'ailleurs, avec 335 ou 365. 365, je ne sais plus. J'ai plus Voilà, les chiffres. mais 335. Voilà, 28,35, 335 yards, 4 touchdowns, une interception. Et un très bon rating, c'est le meilleur match de sa carrière à la passe à mon cher Justin Fields, dont on reparlera bien sûr tout au long de cette émission. Bertrand, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, et pour rebondir un peu sur les sacs, parce que Seb allait justement bien les détailler, globalement, il faut quand même savoir, c'est pour ça qu'après on va parler vraiment des errements qu'il peut y avoir dans cette équipe et qui sont incompréhensibles malgré tout. La ligne offensive avait autorisé 58 sacs l'année dernière déjà. 58, et cette année on en est à 17. Comptez bien, en 4 journées. Hein, faites un vite calcul, ça va vraiment dégénérer très rapidement. On est sur une base de 80. Sachant qu'en plus, on avait fait venir, des joueurs en ligne offensive pour éviter tout ça. Ouais, ça fait une moyenne quasiment de 4 sacs par match. Tu fais 4 fois 17, ça fait du 70 sacs à la saison. Quoi. Plus de 70 sacs sur la saison s'il reste sur ce rythme. Et si Fields reste vivant, bien sûr, parce que encaisser ça, il y a quand même 2-3 risques. Hein. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut paraître compliqué. En plus, Arthur, tu vas me dire ce que t'en penses, mais peut-être ce qui est le plus inquiétant dans dans ce début de saison des Bears, c'est quand même les équipes qu'ils ont affrontées. Sur le papier, quand on prend avant le début de saison, parce que là on peut dire oui, les Buccaneers sont à 3-1, etc. Mais on a quand même Green Bay, Buccaneers, Broncos, on met les Chiefs de côté, c'est les champions en titre. Mais il y a 3 matchs sur 4 qui, sur le papier, pouvaient sembler gagnables. Oui, c'est sûr, c'est même inquiétant vu le début de saison qu'il fait. Après, le match face aux Broncos, ils auraient dû le gagner. Les stats sont en leur faveur, ils avaient tout en leur faveur, mais ils ont réussi à faire du Denver, c'est-à-dire perdre le match avec une grande avance. Et ce qui va être inquiétant, c'est surtout la suite de la saison, où ils vont affronter, on va dire, des équipes similaires à celles qu'ils ont déjà affrontées, voire pire à certains moments, comme les Vikings dans 2 semaines, enfin la semaine prochaine. Et c'est sûr que ça va être compliqué. La suite immédiate pour les Bears, c'est donc un match contre les Commanders. Ce sera le Thursday Night Football de cette 5e semaine, donc ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi. Commanders Bears. Ensuite, ils recevront les Vikings, ils recevront les Raiders de Las Vegas, et ensuite ils iront chez les Chargers et chez les Saints. Autant dire qu'il y a quand même c'est pas forcément plus facile que ce qu'ils ont joué jusque-là, hein, soit dit en passant. Bertrand, tu voulais rebondir sur les matchs? Oui, simplement, c'était par rapport justement à la division. On se disait par rapport à Green Bay et l'ouverture du fait d'Aaron Rodgers qui quittait un peu cette division. Donc, on voyait un optimisme énorme par rapport à cette équipe des Bears et puis le détail du recrutement, mais ça, on va en reparler dans la suite de l'émission. Mais donc, on voyait une division ouverte, une opportunité avec les Lions d'un renouveau également. De cette division. Bon, ça a été vite douché. Et puis de toute façon, même après la victoire contre Denver la semaine dernière, s'il y avait eu victoire, je pense que ça aurait été l'arbre qui cache la forêt de problèmes beaucoup plus profonds. Donc même s'il y avait eu victoire, je veux dire, peut-être qu'on aurait dit, les Bears se sont lancés, il leur a fallu peut-être une victoire, mais comme tu as dit, pour le reste des matchs qui sont à venir, on aurait vu la suite, parce que le mal, on va le détailler, mais par l'intermédiaire de Seb et de toi et de Arthur, il est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. Et alors, si les Bears avaient gagné, nous n'aurions rien dit pour la simple et bonne raison, et on ne cache rien à nos auditeurs, que si les Bears avaient gagné, nous aurions fait une émission spéciale sur les Broncos. Parce qu'on avait décidé de faire une émission sur celle qui perdait entre les deux. Donc, t'avais décidé qu'on allait déprimer ce soir, en fait. Non, j'ai décidé qu'on allait essayer de trouver des solutions pour la franchise la plus en galère. Alors, c'est pas les seuls à 0-4, hein. On a les Panthers de Caroline aussi qui sont à 0-4. Mais je trouve que c'est quand même différent, tu vois. Il y a quand même des différences entre... on n'a pas l'impression que chez les Panthers, ce soit autant la déprime qu'à Chicago, quoi. À Chicago, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui va en ce moment, que ça s'écroule de partout. Un peu comme chez les Broncos, hein, d'ailleurs, parce que si t'enlèves la victoire de la semaine dernière, on peut pas dire que ce soit non plus la fête, la grande fête, hein. Donc,
C'est l'arbre qui cachait la forêt aussi chez les Broncos. C'est d'ailleurs c'est le gagnant entre guillemets là où on se dit bon bah ça y est, sa saison est lancée, mais j'ai peur que les Broncos reviennent vite à la réalité également. Ils jouent contre les Jets, je crois, cette semaine, les Broncos de Denver. On reste sur nos Bears donc, et on va parler un peu de Justin Fields. Justin Fields qui est donc le quarterback. On rappelle qu'il y a eu un premier choix de draft obtenu par les Bears à la fin de la saison 2022. Ils ont décidé de l'échanger. Déjà, sur ce choix-là, avant de parler de Justin Fields en lui-même, chacun, est-ce que c'est un choix que vous comprenez? Parce que qu'ils prennent pas Bryce Young, bon, à la rigueur, parce qu'ils font confiance à Justin Fields, ça peut se discuter, mais soit. Mais ils auraient très bien pu aller chercher quelqu'un comme Will Anderson Jr., par exemple, avec le premier choix de draft. Pourquoi est-ce que tu comprends, toi, Seb, qu'il l'ait échangé avec les Panthers de la Caroline? Ah, c'est compliqué. Ils ont choisi de l'échanger pour aller chercher leur bonheur parmi les joueurs déjà actifs et la free agency. Ils ont voulu l'utiliser pour construire leur autour de leur projet Justin Fields, voilà, qui est un petit peu mon expression fétiche depuis nos previews de début de saison. Bon, jusqu'ici, on puisse pas dire que le choix soit super payant. Que ce soit en termes de résultats, une fois de plus, c'est peu de le dire, et puis même en termes de progression de Justin Fields, parce que c'est un point qu'on a déjà soulevé par le passé. Il y avait certes une petite progression entre l'année 1 et l'année 2 sur les deux saisons. Voilà, il passe de 1870 yards lancés à 2242. Il passe de 7 touchdowns à 17. Ça progresse aussi sur les interceptions. Il passe de 10 à 11, donc on reste constant ici. Mais là, on est à 861 yards en 4 matchs, et c'est quand même pas foufou hein, comme résultat. Ça va pas aller chercher, si on reste sur ces bases là, ça va pas aller chercher très très loin sur la totalité de la saison. Donc c'est toujours facile de le dire de le dire après coup, hein, mais pour le moment, a priori, le choix était pas très payant. Est-ce que, Arthur, même question, est-ce qu'ils ont bien fait d'échanger ce premier choix? Est-ce qu'ils auraient dû aller chercher un quarterback et ne plus faire confiance à Justin Fields, ou est-ce qu'ils auraient dû aller chercher quelqu'un, notamment pour le protéger, par exemple? Parce qu'on a vu que les sacs étaient déjà un sacré problème, et on le savait depuis l'an dernier, donc ils auraient très bien pu aller chercher quelqu'un sur la ligne offensive pour protéger Bryce Young. Justin Fields, pardon. C'est ce qu'ils ont. Oui, non, mais avec le premier choix. Fait. Avec le premier choix. Ah oui, un plus haut alors. Oui, oui, bien sûr. Arthur. Forcément, après coup, on peut se dire que oui, il fallait garder ce choix de draft vu le résultat que ça a donné, mais ils ont tenté quelque chose. Ils ont tenté de faire confiance à du coup Justin Fields, mais il a, je pense pas, les moyens nécessaires pour forcément bien réussir. On en avait parlé par exemple avec CJ Stroud, s'il allait avoir les moyens pour réussir dans l'avenir. Mais là, ce qu'il faut surtout à Justin Fields pour voir, je pense, son réel niveau, c'est ni offensif, parce que le nombre de sacs encaissés est ridicule. C'est beaucoup trop. Il ne va pas survivre jusqu'à la fin de la saison s'il continue d'encaisser autant de sacs par match. Et en plus, on en reparlera un peu par la suite, mais en plus, il a la chance, entre guillemets, Justin Fields, d'être un quarterback mobile. C'est-à-dire que des fois, il en évite des sacs avec sa mobilité. T'imagines si c'était un quarterback qui était pas mobile, je sais pas combien il en prendrait dans la saison. Hein, mais tu vois ce point-là sur la mobilité. Tiens, la semaine dernière face à Denver, on l'a vu quand elle est utilisée à bon escient. Ils ont fait beaucoup de jeux en roll-out sur les passes. Ils ont fait beaucoup de play action et ça a marché pour lui. Il y a notamment, je crois, il lance 2 touchdowns qui sont tout à fait parlants là-dessus. Un sur Cole Kmet et l'autre sur Khalil Herbert, et c'est un roll-out et l'autre c'est un step-up dans la poche où justement il utilise ses capacités athlétiques pour rallonger le jeu dans le cas du TD de Khalil Herbert et dans le cas du roll-out pour stretcher le terrain comme on le dit, allonger le terrain et allonger le jeu. Donc cette mobilité, elle peut être utilisée à bon escient.
Et puis, il faut pas oublier qu'en week 3, on l'a vu quasiment paralysé, rester les pieds dans le ciment, comme si on lui avait interdit de courir. Donc, il faut qu'il soit mieux protégé, certes, mais il y a quelque chose à utiliser aussi. Et justement, il s'en était même plaint en disant qu'il était un peu robotisé dans sa manière de jouer qu'on lui avait demandé. Dans le premier quart-temps contre Denver, il a lui aussi utilisé un peu plus ses jambes que depuis le début de la saison. Et ça a porté ses fruits, parce que le début de match contre Denver, la première mi-temps, est loin d'être mauvaise pour les Bears de Chicago. Non, c'est une fois de plus, c'est en deuxième mi-temps qu'ils explosent. J'en reviens à ma question sur la draft, Bertrand. Est-ce qu'ils auraient dû faire autrement, les Bears, l'an dernier? Alors, moi, personnellement, je pars du principe que c'était un bon move en soi. D'accord? Ils étaient sur leur projet Justin Fields. On est sur deuxième année entre coach et joueur. Coach qui a dû justement vendre à son management qu'il allait développer le joueur et que de toute façon, avec la free agency, avec les choix qu'ils allaient faire, la mayonnaise allait prendre. Donc voilà, globalement, je pense que ils ont pris un offensive tackle, Darnell Wright, donc ils ont passé le message, on va mettre une protection avec un joueur, un tackle qui est déjà quand même assez haut dans la draft, malgré l'échange. Puis plus après, bien sûr, quand on connaît ces échanges, d'autres petits pics au niveau de la draft dans les tours suivants, où ils ont pu compléter quand même l'effectif. Alors après, je veux dire, la qualité des joueurs, plus ou moins bonne, en fonction de ce qu'il y a. Ça, pour le coup, on ne peut pas savoir tout ce qui va se passer. Mais je pense en soi que les joueurs re-signés, les joueurs qui ont été cherchés, je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu par la suite par rapport à tout ça. Mais voilà, il y avait une bonne base. Après, c'est un autre thème de l'émission, mais il y a un mal beaucoup plus profond et qui fait que la mayonnaise ne prend pas. Ça, c'est sûr. Question suivante, c'est toujours sur Justin Fields. Est-ce que il est suffisamment bien entouré aussi? Est-ce que on sait qu'ils sont allés chercher DJ Moore, qui fait des statistiques qui sont pas ridicules, hein. Sur le match contre Denver, c'est 131 yards. Sur le match contre Tampa, c'est 104. Contre Kansas City, il met le seul touchdown des Bears. C'est pas forcément ridicule, bien qu'il ait laissé quelques ballons en route contre Kansas City, mais à la rigueur, c'est pas le match qu'on attendait vraiment où ils allaient gagner, les Bears. Est-ce que il est suffisamment bien entouré? On rappelle les receveurs qu'il a à sa disposition. On a DJ Moore, on a Darnell Mooney, on a Equanimeous St. Brown. Est-ce que ça suffit, Arthur? Est-ce que Justin Fields peut, parce que visiblement on lui demande de beaucoup plus passer le ballon et beaucoup moins courir, est-ce qu'il a suffisamment d'armes pour faire ce jeu-là? Je pense qu'il a quand même assez d'armes pour passer le ballon. Mais après, il y a le cas de Chase Claypool, on en reviendra plus tard. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais honnêtement, l'équipe, le corps de receveur n'est pas ridicule. Après, il a également ses jambes. On sait que c'est un de ses plus grands atouts en tant que quarterback qui court ou running back qui lance. Ça dépend. Voilà. Donc, le seul, j'ai envie de dire, la grosse faille des Bears avec Justin Fields, c'est la ligne offensive qui encaisse trop de sacs. Sinon, le corps de receveur est plutôt pas mal. C'est pas excellent non plus, mais c'est censé faire le job. Mais sinon, ouais. Donc c'est vrai qu'après, si tu as une ligne offensive qui te protège pas, de toute façon, tu peux avoir des excellents receveurs. Si tu te fais saquer avant de lancer le ballon, ça va toujours poser problème. Alors, on tourne autour du sujet depuis tout à l'heure. Alors, on va quand même l'aborder. On va parler de Chase Claypool parce que c'est quand même un joueur sur lequel les Bears comptaient pour dynamiter un peu l'attaque. Et ça a été, la situation est très compliquée. Enfin, elle est en train de s'éclaircir ces derniers temps. À mon avis, Chase Claypool ne jouera plus jamais sous le maillot des Bears. Ça semble assez évident. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Tacté, oui. Voilà. Donc Chase Claypool, pour la petite histoire, il a eu une attitude déjà assez bizarre lors du premier match contre les Packers, où il semblait se désintéresser de certaines actions. Il a critiqué ouvertement le coaching.
Et il a été prié de rester chez lui sans se rendre au stade lors de la dernière semaine contre les Broncos, encore contre les Commanders. Il sera donc inactif pour la rencontre, alors qu'il n'est pas blessé, hein, il est tout à fait en capacité de jouer. Et les Bears sont en train de chercher un trade contre un 5e ou 6e tour de draft pour essayer de se séparer de Chase Claypool. Ça t'inspire quoi, toi, Seb, cette histoire Claypool? Un gros gâchis? Un gros gâchis, et puis surtout une histoire qui a viré au psychodrame de plus en plus, de semaine en semaine, puisque déjà en début de saison, on le sentait mécontent, mais dans ses déclarations, il était encore prudent, il était à fleur et moucheté, il ne s'en prenait pas directement à son coaching staff, même si tu sentais clairement que c'était pas l'envie qui lui manquait. Bon, là, mis 2 fois de suite à l'écart du groupe, je pense que la messe est dite. Et alors, quelque chose de très intéressant, en grattant un petit peu pour mes recherches pour cette émission, il y a Bleacher Report qui a publié un petit article aujourd'hui, un article de Joe Tansey qui s'appelle 3 joueurs que les Bears doivent viser pour retourner dans la course au playoff. Alors, j'irai pas jusque-là avec eux, mais effectivement, ils nomment 3 skills players qui sont pas forcément de premier plan, mais qui sont loin d'être mauvais, qui pourraient être de bons fits pour Chicago. Et ils parlent de Kendrick Bourne de New England, parce que New England, ils sont liés avec Juju Smith-Schuster et Devante Parker pour des années, donc pourquoi pas. Ils parlent de Hunter Renfrow à Las Vegas, qui est complètement sous-utilisé en ce moment, et il parle de Darius Slayton aux Giants. Alors, aucune de ces 3 équipes n'est Si t'enlèves le seul receveur des Giants... aucune de ces 3 équipes n'est appelée à jouer les premiers rôles, certes, mais peut-être que Claypool, ça pourrait être un fit aussi pour un de ces clubs, que je pense qu'en plus, vu ses performances depuis qu'il est à Chicago, hein, pardon, en 2 saisons, c'est 10 réceptions et 191 yards. Hein, c'est 10 matchs joués, 18 réceptions et 191 yards. Il n'y a quand même pas de quoi se relever la nuit. C'est pas fifou, hein, pour utiliser l'expression consacrée. Je pense pas que ses prétentions en matière de trade puissent être très très élevées. De ce que j'ai vu, moi, ça parlait d'un 5e ou 6e tour. On rappelle qu'il a été pris contre le 32e choix, donc un choix de 2e tour de l'année 2023, par les Bears avec Pittsburgh dans le trade avec les Steelers de Pittsburgh. Bertrand, toi, c'est cette affaire Claypool? Je vais parler justement de l'affaire Claypool qui va se joindre également à l'état des receveurs. Globalement, oui, cette équipe a les receveurs et je pense qu'il y a plein d'autres équipes qui aimeraient avoir tous les noms que tu as pu citer au final dans leur équipe. Ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas le temps du fait d'être saqué de lancer, et le souci aussi, c'est que notre ami Justin Fields, peut-être il va évoluer, mais il est certain qu'il a quand même tendance à être plus running back que quarterback, d'accord? Donc il court beaucoup, il fait un peu du Lamar Jackson, mais sans être aussi efficace, on va dire qu'à l'heure actuelle, que Lamar Jackson, qui a eu sa période et sa mauvaise période aussi. Donc c'est un peu tout cet ensemble-là. L'affaire Chase Claypool, au final, elle montre aussi un gros problème qu'on va aborder, je pense, plus tard dans l'émission, mais je vais le mettre en parallèle tout de suite. C'est le souci du coaching, c'est tout. On est sur le casting, le mauvais casting. Je pense que Matt Eberflus était un coordinateur défensif aux Indianapolis Colts de qualité. Il est passé head coach, mais comme tous les head coachs qui ont pu passer, il ne réussit pas en tant que head coach, il ne met pas sur de bons rails cette franchise. On développera ça tout à l'heure, mais enfin, c'est pour expliquer ce qui se passe aussi. Et au final, il y a Chase Claypool donc, qui se plaint, et pour qu'un receveur en arrive là, c'est que globalement, et ne se cache pas à la presse, faut quand même le préciser, si un receveur en arrive là, c'est qu'au final, il y a quand même un gros souci, en interne dans le club et dans l'organisation et dans les jeux vis-à-vis des receveurs, sachant qu'en plus, je vais quand même l'aborder, parce que je pense que vous le savez aussi, DJ Moore a une interaction avec un défenseur d'une équipe lors d'un des 4 matchs, là, dont je ne sais plus le nom, et il lui aurait dit, au passage,
le défenseur lui aurait dit ouais, ça va pas, tu vas voir, je vais te tenir, il n'y a pas de souci, etc. Et dire bah tu sais, ça va pas être difficile. Entre guillemets, ça voulait dire ça va pas être difficile vu la manière dont on m'utilise. Donc voilà, il y a un souci. C'était un coordinateur défensif qui est passé à être coach. Je crois que il n'est pas assez originaux dans les jeux, appelés dans le cahier de jeu offensif, mais alors en plus, il ne sait pas tenir son équipe dans la défense puisque c'est une catastrophe. Et bien, puisque t'en parles, parlons-en. Matt Eberflus, Arthur, toi aussi, c'est pour toi erreur de casting? Clairement, là, il n'y a plus rien qui va. Je vais revenir sur Chase Claypool. C'est une triste histoire. C'est un bon receveur. La saison dernière, il avait été trade par Pittsburgh à Chicago et le mariage ne s'est pas fait. Il a réceptionné, je crois, c'était 14 ballons. Je crois que c'était ça en 7 matchs. Ce qui montre l'abomination de cette attaque et du coup aussi du coordinateur. Après, il peut y avoir, je me permets juste une aparté, Arthur. Après, il peut y avoir un souci avec Chase Claypool quand même d'adaptation dans les équipes. Attention, ça ne veut pas dire qu'un joueur n'a pas un problème de comportement. Mais le problème, c'est que c'est confirmé au niveau d'un autre joueur également qui dit voilà, on m'utilise comme de la merde. Excusez-moi l'expression, mais c'est à peu près ça. Donc, je pense que c'est un peu des deux. Peut-être que lui n'arrive pas à s'adapter, mais de toute façon, le système n'arrive pas à sortir la quintessence, je dirais, des receveurs. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme joli mot aujourd'hui dans ce podcast. Je suis incroyablement stupéfait de cette qualité grammaticale, orthographique, tout ce que vous voulez, de syntaxe aussi, c'est splendide. On est presque meilleur en français que les Bears en football américain. C'est terrible. Mais on leur souhaite quand même une belle suite de saison. Seb, un commentaire sur Matt Eberflus, et on rappelle juste avant ton commentaire que Alan Williams, le coordinateur défensif, est parti. Parce que il n'a pas été viré, il est parti. On ne sait pas trop toujours pourquoi, pour des raisons personnelles. On sait pas trop ce qui s'est passé. Il n'est pas venu pendant un match, et puis le mardi suivant, il a dit qu'il partait. Donc on ne sait pas non plus ce qui s'est passé ce jour-là. Ça confirme bien c'est que le groupe vit bien, hein. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Eberflus, on rappelle le chiffre qui fait mal. 14 défaites de suite. C'est un miracle qu'il ait encore son boulot. Et si cette nuit, il nous met la 15e, je pense qu'il peut se préparer pour prendre sa carte chez Pôle emploi. Si c'est pas déjà le cas, parce que je vois pas comment ils vont pouvoir le maintenir. Même s'il gagne, il aura juste sauvé sa tête d'une semaine, mais plus le temps passe, plus je suis persuadé qu'il sera viré avant la fin de la saison. Tiens, d'ailleurs, généralement, à la Week 5, on fait un point sur les coachs qui vont être virés dans la saison. Donc, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce que je suis un candidat. Généralement, les premiers coachs virés tombent autour de la semaine 5. Donc, généralement, c'est à ce moment-là qu'on le fait. Oui, Bertrand. Après, ce serait peut-être pas un mal pour un bien, parce que globalement, je pense qu'il mettrait le coordinateur offensif, Luke Getsy, au niveau du coaching. De toute façon, c'est le seul qui restera, parce que pour l'instant, c'est Matt Eberflus qui appelle les jeux défensifs aussi. Donc, Oui, mais sachant que lui, pour le coup, étant offensif, peut-être qu'il apporterait avec sa connaissance. En plus, ils ont fait venir Robert Tonyan, qui est mal utilisé également dans cette équipe, globalement de Green Bay. Il y aurait une connexion, peut-être qu'il arrivera à développer, alors avec des peut-être on mettrait Paris en bouteille, mais globalement, il y aurait une possibilité de développer peut-être un peu mieux Justin Fields. Donc je suis presque persuadé que c'est ce problème-là de coaching, et on sait qu'il y a beaucoup de franchises qui sont passées par cette, hélas, étape-là aussi, de coaching mal organisé, et puis qui les emmène invariablement vers le fond du classement. Mettons les pieds dans le plat pour cette deuxième partie de saison. Arthur, une question très simple. Est-ce que les Bears doivent
tanker, doivent lâcher complètement cette deuxième partie de saison. Alors on va nous dire, et je précise tout de suite, on sait le tanking n'existe pas en NFL, blablabla, blablabla, parce que si on va prendre 50 remarques sur les réseaux sociaux en disant que ça n'existe pas, on sait que ça n'existe pas, mais est-ce qu'ils doivent le faire quand même? Ah, parce qu'ils l'ont pas déjà fait? Non, là ils jouaient normalement. Ah, là, ils jouaient. Ouais. Ah, bon, on n'est pas dans. On n'est pas sorti des ronces. On n'est pas sorti des ronces, hein, mon pauvre monsieur. Ça perd l'hypothèque, comme on dit. Non, mais là, je sais même pas quoi dire. Je trouve pas les mots pour qualifier. Ouais, ils tankeront par omission. Voilà. Tu disais quoi, Bertrand? Vas-y. Ils tankeront par omission. C'est ça. C'est le tank pas fait exprès. Tu sais, c'est le tank qui... Voilà, c'est ça. En fait, c'est le tank parce qu'ils jouent mal. Même s'ils essayent de vouloir gagner, ils jouent tellement mal qu'ils vont tanker, mais sans faire exprès. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut rappeler une chose. Comment je vais expliquer? Oui, on peut avoir un board qui veut tanker, mais les joueurs, rappelons-le, et ça c'est très important, et Seb, qui est dans le jeu du football américain, qui a joué en lui-même... un éminent joueur. Hein. Voilà, tu le sais bien, les joueurs ont un orgueil. Tu ne peux pas dire à un mec qui va jouer sa vie sur le terrain, parce que en NFL, c'est pratiquement ça, qu'on soit bien d'accord, qui joue son avenir, qui joue son contrat, qui joue la situation de sa famille, de, entre guillemets, rentre sur le terrain, soit motivé, mais je fais ça à 50%. C'est faux, on le sait que c'est faux. Donc, de toute façon, ils ont approuvé, c'est un business, ils ont approuvé chacun pour avoir une place dans un effectif. Donc, ils ne le feront pas. C'est pas une histoire de tanking. C'est globalement, de toute façon, en face, les équipes d'en face, elles sont à 120%. Et elles, à 120%, elles vont vouloir gagner. Donc, même si les Bears, ils essayent, vu qu'ils sont mauvais, mal coachés, eh ben, ils vont perdre. Donc, ils vont perdre par omission. C'est un peu ça l'explication. Le tanking, moi je suis partisan de cette hypothèse. Le tanking, c'est jamais les joueurs qui tankent, c'est les coachs et c'est les dirigeants et c'est le front office et c'est les propriétaires. C'est eux qui tankent, pas les joueurs. Parce qu'effectivement, il y a quand même une forme de fierté et d'orgueil. Et puis même, celui qui va vouloir se tirer, les joueurs qui vont vouloir se tirer de ce bourbier qui est Chicago, pour se faire échanger ou pour se faire débaucher par d'autres clubs, il faut quand même se montrer. Si tu joues à 50%, tu te montres pas et tu restes où tu es, voire même, allez, on va avoir l'esprit large, on va dire que le tanking existe, mais il n'existe pas, hein, on est bien d'accord. Donc ayons l'esprit large, le tanking existe. Tu as un joueur qui est très discipliné, qui fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qui tank, et à la fin de la saison, il se fait virer parce que ses performances n'étaient pas assez bonnes. Ben oui, parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Et en plus, aucun club ne vient le chercher parce que ses performances n'ont pas été assez bonnes. Donc, moi, je suis partisan de cette hypothèse. Le tanking, ce n'est jamais les joueurs qui en sont responsables. Ils peuvent en être les victimes, tout autant que les pauvres spectateurs et les pauvres fans de Chicago, pour qui j'ai une grosse pensée d'ailleurs. Hein. Oui, alors tiens, ça me donne l'occasion de saluer notamment French Bears, qui est souvent avec nous sur nos posts concernant Chicago et tout, et qui, je n'en doute pas, écoutera ce podcast. Donc on le salue aussi, puisqu'il est assez souvent en relation avec nous. Et j'ai pu échanger avec le compte français des Chicago Bears aussi dans cette semaine. Donc je salue aussi lui et tous ceux qui font en général vivre leur amour du foot US sur Twitter ou sur différentes plateformes. Je te redonne la parole, Seb. Ouais, on les salue et puis surtout on leur dit bon courage, hein, parce que ça va être long. Ça me désole. Et donc voilà, mon hypothèse c'est celle-là. Après, est-ce que les Bears doivent tanker? Alors pareil pour mes recherches, j'ai trouvé un site très rigolo qui s'appelle tankaton.com. Mais oui, Tankaton, mais bien sûr, mais oui. Voilà. Mais oui. un petit site tout à fait confidentiel. Alors c'est un très bon site pour aller voir notamment l'ordre de la draft. Exactement, et pour leur mock draft, là, je l'ai sous les yeux au moment où je te parle. Le first pick, c'est Chicago et il target Caleb Williams. Oui.
Alors, justement, ça va emmener à mes deux questions suivantes, ça. La première, c'est tu m'as dit que si on tankait, ça venait du front office. J'ai vu hier passer une rumeur qui a été relayée par plusieurs gros comptes d'actualité du foot US. Une rumeur comme quoi le front office de Chicago pourrait éventuellement trader Justin Fields avant la trade deadline du mois d'octobre. Wow. Notamment, pourquoi pas, chez les Falcons d'Atlanta. Cette idée, au-delà d'aller vers une équipe, quelle qu'elle soit, est-ce que, Seb, tu y crois? Est-ce que tu peux imaginer que dans un mois, Justin Fields ne soit plus à Chicago et qu'il parte pour la deuxième partie de saison avec Nathan Peterman, avec Taylor Badgent, avec quelqu'un comme ça? Alors, je sais bien qu'il faut jamais dire jamais, en particulier dans le monde du sport professionnel, mais ça serait une bombe. Et puis, alors, Voilà, pour tanker, c'est bien. pour tanker, c'est pas mal parce que alors, ok, Justin Fields, d'accord, on sait ce qu'on a, on a suffisamment tous autant qu'on est là autour de ce micro, formulé nos critiques à son sujet. On retrouve à peu près les mêmes outre-Atlantique, hein, ça sort pas de la cuisse de Jupiter, tout ça. Mais ils vont mettre qui à la place? Le numéro 2, c'est Badgent. Ah ouais, c'est rassurant. Ouais. C'est rassurant. Donc, ouais, non, mais là c'est même plus tanké, c'est du sabordage. C'est le Titanic, sauf qu'ils vont volontairement sur l'iceberg, et puis ils ont déjà balancé toutes les chaloupes à la mer avant l'impact. Ouais, mais en fait, je pense que c'est dans le but d'aller justement derrière, de prendre le premier choix et de prendre Caleb Williams derrière. Ah, écoute, j'aurais envie de te dire, il y avait des équipes destinées au premier choix qui l'ont loupé la saison dernière, hein, C'est vrai. d'une façon hautement comique. Mais alors là, ouais, s'ils font ça, pour le louper, ça serait un exploit. Surtout que, je rappelle, et après Bertrand, je te donne la parole tout de suite, je rappelle qu'ils ont pour l'instant les 2 premiers choix de draft parce qu'ils auront celui des Panthers, les Bears. Ils ont le premier tour 2024 des Panthers. Donc autant dire que pour l'instant, les 2 équipes à 0-4 renvoient de toute façon vers Chicago dans les 2 cas. Donc comme ça leur laisse 2 chances d'avoir le first round en plus. Bertrand, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je n'y crois pas du tout. Globalement, ça finira cette année là-dessus parce que je pense que le board va vouloir garder la face. La farce, oui. La farce aussi, oui, ça marche. Excusez-moi du révélateur. Mais ils vont vouloir garder la face et surtout faire en sorte de ne pas se montrer à découvert en disant voilà, on fait du tanking ouvertement. De toute manière, on n'y aura pas de meilleurs résultats. Moi, ce qui me désole le plus au final, c'est que on voit aussi un Chase Claypool qui a pris une stratégie, lui, de se dire bon, je vais m'étaler un peu dans la presse, je vais m'étaler sur mon mal-être, etc. Ce qui fait que je serai pris en pitié et donc je partirai plus proprement si je suis échangé, vu que c'est dans la presse et que tout le monde le sait. Donc il y a tous les autres joueurs, comme tu as dit tout à l'heure, Seb. Puis également, ce qui est vraiment tuant au final dans tout ça, c'est qu'il y avait les joueurs autour. Il y avait tout ce qu'il fallait autour. Ils ont été chercher Tremaine Edmonds des Bills pour renforcer sur la ligne de linebacker. Ils avaient pris Ned Davis sur la ligne offensive. Enfin, ils avaient pris. Il y a Dante Foreman. Si vous regardez la depth chart de ESPN, il est passé 4e running back. Enfin voilà, je m'égare un peu, mais globalement, on pourrait en parler. Ils avaient fait tout ce qu'il fallait en fond. Mais alors, sur l'utilisation, c'est une catastrophe. Donc, si c'est sur l'utilisation, je reviens de nouveau, on voit bien que c'est un gros souci de coaching, au final. Parce qu'il avait fait tout ça. Sur la défense, sur le renforcement en défense, ça a quand même merveilleusement fonctionné. Parce que la saison dernière, ils étaient 32e. Hein, bon, cette année, ils sont 31e. Oui, voilà, tu m'as fait peur. Heureusement que c'était cynique, parce que là, dans 2 secondes, j'allais sauter la gorge. Allumé. Pour une franchise, putain, il a pas vu les mêmes matchs que moi, c'est pas possible. Pour une franchise qui, historiquement, en plus, c'est une franchise plutôt pas mauvaise défensivement, quoi. C'est quand même l'ADN de... 31e au point encaissé, 28 yards au nombre de total yards encaissés. Donc, je suis désolé, c'est le fond du panier. Hein. Ah oui. C'est avec les Giants, hein, quasiment au nombre de points encaissés. Hein. Oui. Bah non, mais c'est vrai. J'y suis pour rien, moi. T'es vache. Fait.
Bah là, J'ai- ils sont sur le même rythme également, hein. La défense avait produit que 20 sacs au total l'année dernière. Là, on en est à 2. Voilà, donc à Impressionnant. compter, même encore moins que ce qu'il Ça pourrait fait y avoir. 0,5 par Donc, match. On est donc sur du 9 sacs la saison. Et puis voilà. même, enfin, là je suis Et sur. enfin, il y a du Yannick Ngakoue, il y a du Tremaine Edmonds, enfin, Ah ouais, c'est pas il y a des noms. possible. On marche sur la tête là, quand même. C'est quand même une franchise qui même sans le faire exprès, se saborde elle-même, quoi. Enfin, Là, regarde, je suis en train de regarder autre chose de parlant. Je suis sur Pro Football Reference. Et il y a sur Pro Football Reference, il y a un touchdown log, c'est-à-dire une liste des touchdowns marqués, des touchdowns encaissés dans la saison. Alors, je ne vais pas vous détailler la liste, ça serait fastidieux, mais il y a 9 lignes dans le tableau Excel sur les touchdowns marqués. Il y en a 17 dans les touchdowns encaissés. On n'est qu'en 5e journée, pardon. Mais 17 à la 4e journée, c'est catastrophique. Ça fait plus de 4 touchdowns par match. Ouais, ça fait beaucoup. On rappelle qu'il rejoue jeudi contre en fin d'année, Semaine jeudi et courte. vendredi contre les Commanders, ouais, en short week en plus. Les Bears cette semaine. Juste pour terminer sur cette projection des Bears, donc on peut considérer qu'ils font partie des favoris pour avoir le premier choix, étant donné qu'ils en auront soit par leur intermédiaire, soit par l'intermédiaire des Panthers, une forte probabilité d'être ce premier choix de draft. Ils doivent aller chercher Caleb Williams et du coup arrêter l'expérience Justin Fields. Est-ce qu'ils doivent? Je sais pas, mais c'est sans doute ce qu'ils vont faire. Enfin, je vois pas comment ils en seraient autrement. Même s'ils avaient le first pick et qu'ils laissaient passer Caleb Williams, on le reprocherait. C'est probable. Surtout s'ils ont les deux premiers qu'ils laissent passer 2 fois. oui, mais tu vois, à l'inverse, est-ce que le management ne va pas se dire c'est un problème de coach et Justin Fields, il est quand même suffisamment bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'ils vont pas le garder pour changer plutôt le coach? C'est très compliqué. La situation est très compliquée. C'est compliqué, mais ton hypothèse, moi je la trouve tout aussi recevable, Bertrand. C'est pour ça, comme je te dis, est-ce qu'ils doivent? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont le faire? C'est probable. C'est probable. Après, et pas à l'abri aussi qu'il y ait un méga trade pour leur first pick. Alors, je sais pas qui pourrait faire venir, mais oui, et puis on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri que Caleb Williams finalement se présente pas à la draft, et puis on n'est pas à l'abri que, tu vois, il peut se passer plein de choses. Ou qu'il veuille pas signer avec Chicago, ou que voilà, il se blesse, il peut se passer énormément de choses. Donc voilà, c'est évidemment encore très ouvert. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter avant qu'on passe à un petit jeu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore dire quelque chose sur les Bears avant notre petit jeu du soir? Non, personne. Globalement, de toute façon, il n'y avait pas besoin de rentrer trop dans les détails statistiques. Je pense que les détails généralistes suffisent à montrer le gouffre abyssal de la franchise à l'heure actuelle. Ça fait 40 minutes qu'on leur met une valise aux pauvres Bears. alors, une fois de plus, c'est une valise sans animosité. Ah non, aucune. Moi, je veux m'adresser aux fans des Bears. Voilà, c'est un constat. Il n'y a aucune animosité envers Chicago de la part de qui que ce soit autour de ce micro ce soir. On a viré tous les fans des Packers en plus de la rédaction, donc je veux dire. Donc c'est dire si on est pro-Bears. c'est dire si les Bears nous dérangent pas. Ce qui est délirant, c'est quand on se rend compte que, juste une aparté, ils en sont là où ils en sont, avec des écarts énormes, et pour autant sur les temps de possession. Donc temps de possession, c'est-à-dire au moment où ils ont le ballon, etc., on est presque à l'équilibre entre leurs adversaires et eux. Ils sont à 28 minutes, ils sont à 31 minutes. Donc pour les adversaires, donc c'est énorme, ça c'est délirant. Ça veut dire franchement qu'il y a une efficacité quasi nulle par rapport à leur façon de jouer, quoi. Après, on l'avait senti venir un peu toute cette affaire autour des Bears quand même, parce que je me rappelle l'an dernier, je sais pas si tu étais avec nous Bertrand, mais avec Yaya, on avait fait un live juste après la trade deadline où on s'était dit mais que font les Bears quand on avait vu les trades l'an dernier au dernier moment, le départ de Roquan Smith, tout ça, on s'était dit mais quoi? Mais enfin, où ils vont?
et ben en fait ils Oui. vont nulle part. Où ils vont, mais malgré tout, quand tu regardais ce qui avait été cherché, alors comme quoi c'est peut-être pas l'accumulation de talent qui fait que tu arrives à faire une équipe. Bon, c'est peut-être un peu la preuve au final, parce que on voit bien que t'es Trey Amos, DJ Moore, Dante Foreman, Yannick Ngakoue, Ned Davis, pour ne parler que d'eux, il y en a d'autres encore. Hein. Au final, intrinsèquement, ils sont tous des très bons joueurs individuellement. Maintenant, si t'as pas le chef d'orchestre qui mène tout ça. Après tout casser pour repartir sur des basses scènes qu'ont pu le faire dans les années 90, Jimmy Johnson à Dallas ou dans les années 2000 comme a pu le faire Belichick à New England, c'est-à-dire foutre tout le monde dehors et repartir sur des basses scènes, quitte à avoir 2 saisons où tu vas bouffer le gazon, quoi, littéralement, ça peut se faire. Mais il faut que tu aies la bonne personne pour mener le navire. Eberflus ne l'est pas, et en plus, même sur leur trade, ils sont pas allés dans ces extrémités-là. Et surtout, tu rebâtis un club par la draft. Ben oui. Alors, vous vous rappelez du petit jeu qu'on avait fait, c'était la semaine dernière, pour nos équipes invaincues, savoir quand est-ce qu'ils vont perdre. Ben, on va faire la même chose avec les Bears, mais savoir quand est-ce qu'ils vont gagner. Alors, c'est parti. Je vous donne la suite du calendrier, et vous me dites quand vous voyez la victoire. Vous êtes prêts ? Arthur, on t'a pas perdu, t'es toujours avec nous ? Je suis toujours là. Ah, d'accord, je crois qu'elle s'était endormie. Alors, on commence avec les Commanders cette semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les voit gagner ? Non. Ok. On passe aux Vikings. Non. Absolument pas. D'accord, très bien. Les Raiders. Peut-être bien. Ouais. Les Raiders étant les Raiders. Les Raiders. Alors je précise, à tout tient utile, je précise que c'est à Chicago. C'est à Chicago. Non, mais je vais être clair. Si on dit non, oui. Après c'est pas la peine de les faire un par un parce que ça va finir en 0-17. Hein. Donc. Bah attends, il y a un match contre les Panthers encore après. Hein. Ouais, mais les Panthers, les Panthers, ça va prendre des victoires, ça va prendre quelques victoires à un moment ou à un autre. Non, mais je refuse de croire que ça va rester à 0. Après les Raiders, il y a un match contre les Panthers, il y a un match contre les Cardinals très tard dans la saison. Oui, mais les Cardinals, c'est une surprise quand même. Hein. Non, mais bien sûr, mais bon, ils peuvent quand même aller en chercher. Vous êtes en train de me dire que vous hésitez avec les Raiders. Par contre, les Panthers et les Cardinals, vous êtes sûr qu'ils les battent ? Oui, mais non, parce que c'est pas du tout le même momentum. Les Raiders, là, on sent bien que. Oui, mais attends, Bertrand, le momentum des Cardinals, le match, c'est le 24 décembre. D'ici là. Je te dis pas, oui, mais c'est pas qu'un momentum court. Pour le moment, ils sont pas mal. Ce sera même plus Joshua Dobbs. Ce sera même plus Dobbs, ça se trouve, dans l'attaque. Bon, allez, je me mouille. Ils battent les Raiders. Allez, ouais, mais moi aussi, ouais, je parle là-dessus aussi. Ouais. Arthur aussi ? Le tigre ne se mouille pas, le chat n'aime pas l'eau. Bon, allez, je me mouille. Oui, mouille-toi. Alors ? Du coup, ils la prennent miraculeusement face à Las Vegas. Donc tout le monde les voit gagner en week 7. Oui, en plus chez eux, au Soldier Field. C'est vos paris. Ouais. Contre. Je mettrai pas ma chemise là-dessus, mais franchement, les Raiders, vu en ce moment dans l'état dans lequel ils sont, à Chicago, sans rire, s'ils la prennent pas, celle-là, c'est qu'ils cherchent. Alors on salue tous les fans des Raiders, donc voilà, visiblement notre équipe a nettement moins confiance en vous que de toute façon, les Bears de Chicago. En fait, ça va finir. Allez, au pire, avec ce que tu as dit, Flav, ça va finir sur le même bilan que l'année dernière. Les Raiders 1, Panthers 2 et les Cardinals 3, ce qui fait 3 victoires et 14 défaites. Non. Ah oui, non, mais de toute façon, soyons honnêtes, ça devrait pas finir très haut. Hein. On va pas se mentir. Hein. Ça nous étonnerait fortement quand même qu'ils finissent en 13-4. Hein. On va pas se mentir. Hein. Oui. Il n'y a pas besoin d'être Nostradamus pour s'en faire ça. Quoi. Je pense que c'est assez évident. Alors, le programme de cette 5e, on est déjà en 5e semaine de compétition. Vous vous rendez compte, ça fait le quart de la saison va être passé. C'est terrible. Absolument terrible. Ça va trop vite. Et oui, tout va trop vite, sauf pour les Bears.
Pour le coup, ça va pas trop vite. Les Commanders qui vont donc recevoir les Bears de Chicago, ce sera le Thursday Night Football. On aura ensuite un autre match à Londres. Et oui, le deuxième match à Londres avec les Bills de Buffalo contre les Jaguars de Jacksonville. Ce sera donc en direct du stade de Tottenham et ce sera à 15h30. Dimanche, les matchs de 19h dimanche, Falcons Texans, les Lions contre les Panthers, les Colts contre les Titans, les Dolphins contre les Giants. Voilà, j'avais envie de laisser un blanc. Les Patriots contre les Saints dans un match qui s'annonce énormément offensif. Les Steelers face aux Ravens. Alors le Steelers-Ravens, le ratez pas. Hein. Si vous aimez le football poésie, si vous aimez, si vous aimez les envolées lyriques, si vous aimez tout ça, ne ratez pas Steelers-Ravens. Ça devrait valoir son pesant de cacahuètes et des cacahuètes, il va s'en distribuer quelques-unes, ça c'est certain. À 22h, il y aura les Rams qui vont recevoir les Eagles de Philadelphie, toujours invaincus, les Cardinals contre les Bengals, ça c'est pour deux équipes qui sont à une victoire et 3 défaites. Les Broncos qui reçoivent les Jets, là aussi deux équipes à une victoire et 3 défaites. Et les Vikings qui reçoivent les Chiefs de Kansas City. Pour le Sunday Night Football, les 49ers recevront les Cowboys. Et enfin, pour le Monday Night Football, les Raiders recevront les Packers de Green Bay. Voilà pour le programme complet de cette 5e semaine de compétition. En vous rappelant, avant de vous quitter, de bien sûr écouter à 17h30 dimanche le live de la Red Zone. Ce sera avec Yaya qui vous animera tout ça et qui va vous présenter avec toute son équipe. Je sais plus qui est là, mais il doit y avoir du Seb, il doit y avoir du Bertrand, il doit y avoir tout ça, qui va vous présenter tous les matchs de la Red Zone et tous les enjeux de cette Red Zone. C'est dimanche 17h30 sur Twitch et sur YouTube. Merci Seb, merci Bertrand, merci Arthur pour ce podcast spécial sur les Bears que vous pouvez écouter bien sûr sur toutes les plateformes dédiées. Et on se retrouve très vite sur les antennes de TF1 pour du foot US. Salut tout le monde. Ciao, bye. Bonne soirée, à bientôt. Bye bye.